RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Biodiversité sur RCN. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Perquin de Balades et Botaniques. Bonjour Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de balade vous proposez et en quoi elle consiste ? Alors du coup, c'est des balades de découverte des plantes sauvages en milieu naturel et en milieu urbain, comme je disais tout à l'heure. Donc le principe, c'est on va se balader, déjà. Oui. C'est un rythme lent, parce qu'il n'y a jamais plus de 5 km, et c'est, pour les plus longues, 2h30. Ok. Donc c'est vraiment, c'est des moments de détente aussi. Tout au long du parcours, je vais présenter les plantes. Ça va être de manière aussi un peu interactive, au sens je ne suis pas là pour faire un cours magistral. Donc ce que je fais souvent, c'est que je fais toucher, je fais sentir, je fais goûter. Alors, goûter les plantes qui sont comestibles, je ne vais pas faire goûter des plantes toxiques. Donc, c'est aussi un moyen d'utiliser ses sens, en fait, pour se reconnecter en même temps à la nature. Et du coup, on retient aussi, parce que du coup, il y a une question de... on met un lien, en fait, entre un nom avec un ressenti, une émotion qu'on a. Donc, ça permet de retenir plus facilement. Même si en général on peut aller sur certaines balades jusqu'à une quinzaine d'espèces. Oui, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc en général, si je dis toujours, si les gens repartent, ils en ont qu'une. Pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous parliez des plantes comestibles. Est-ce que vous pouvez nous citer des plantes du quotidien qui sont comestibles ? Alors, je peux en citer beaucoup. Les plus, par exemple, je crois qu'il y a le pissenlit. Alors oui, le pissenlit, ouais, qui du coup se mange des fleurs jusqu'à la racine. On peut manger les pissenlits par la racine. Alors, pour le pissenlit, souvent avec les fleurs, on peut faire ce qu'on appelle du miel de pissenlit ou de la cramaillotte en Franche-Comté. Donc, on prend les fleurs, on fait infuser dans un sirop et après, on fait comme une confiture. Et c'est bon ? Est-ce que ça se rapproche d'un fruit ou d'une autre fleur ? Il y a un petit côté agrume parce qu'on met quelques agrumes avec pour le côté pour la pectine, mais c'est vraiment le côté texture de miel et c'est un délice au petit déjeuner sur une tartine. Ok. Et vous avez dit le mot apectine et c'est quoi du coup ? Alors la pectine, c'est une substance qui est fabriquée par les plantes. On en retrouve notamment dans la pomme. C'est ce qui est un gélifiant naturel. Ok, d'accord. C'est bien pour faire de la gélatine, du coup, voilà, peut-être. On peut l'utiliser, le pissenlit, pour en faire ? Non, parce que du coup, c'est les agrumes qu'on utilise qui ont la pectine. Oui, c'est les agrumes. Okay. Est-ce que vous avez une plante comestible préférée ? Le mouron des oiseaux. C'est quoi, du coup ? Alors, c'est du coup une petite plante qui était cultivée avant en France, qui maintenant est ce qu'on appelle une mauvaise herbe. C'est une adventice des cultures, donc elle est souvent dans les jardins. On a tendance à l'arracher et l'acheter au compost ou l'acheter à la poubelle. Sauf que du coup, donc, c'est une ancienne plante cultivée. Okay. Donc on peut la manger et notamment on peut la manger en salade, crue comme ça avec une petite vinaigrette. Les tiges sont légèrement croquantes et il peut y avoir un petit goût de noisette. On peut aussi la faire en soupe et elle est très riche en vitamine C. Ok, vous parliez justement des plantes, de cette plante qui est considérée comme une mauvaise herbe. Est-ce que vous sensibilisez les personnes qui viennent à vos balades sur ces plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes ? Alors oui, c'est pour ça que du coup je parle aussi de ces plantes qui poussent en ville. Alors je préfère qu'on utilise le terme herbe folle. Herbe folle. Parce que du coup il n'y a pas de mauvaises herbes en soi. En fait, elles sont là parce qu'elles ont un rôle, elles sont dans leur milieu, c'est leur place. C'est juste qu'elles profitent en plus de la situation. Enfin, pour certaines, on leur met un milieu à disposition. Donc, et puis, quelquefois, on peut se dire qu'un pissenlit qui pousse dans les interstices entre deux bouts de bitume, il a peut-être plus de... Comment dire je trouve plus le mot maintenant. C'est pas grave. C'est un peu des... Plus de mérite, voilà. Plus de mérite, parce qu'il arrive à pousser avec très peu de sol et très peu de nutriments, là où on met un rosier et ça va pas pousser. Quoi. Donc, puis c'est nous qui sommes sur le territoire des plantes en premier lieu. Oui. Donc, s'il pousse, c'est quand même... C'est ça. Donc après, ça permet, j'essaye de sensibiliser sur ces plantes parce que du coup, certaines sont comestibles. On peut les utiliser. Il y a d'autres utilisations possibles. Il y a plein d'utilisations possibles parce que pas que d'ailleurs comestibles, certaines plantes. Elles sont quoi d'autres si elles ne sont pas que comestibles ? On peut faire des fibres. Des fibres, bien. Par exemple, l'ortie. Ah oui, on peut faire quoi avec l'ortie ? Justement, on peut utiliser les fibres d'ortie pour fabriquer des sacs, des vêtements. Ok. Ça a l'avantage de pousser facilement. Donc, oui, c'est vrai. Par rapport au coton.
D'accord, merci. Et quel est le public que vous recevez durant les balades? Un peu tous les âges et principalement ça reste un public féminin. Ok, très bien. Et donc, il vous arrive à vous de cuisiner avec ces plantes comestibles, ces herbes folles, on va dire? Alors oui. Bah, c'est même mieux, on va dire, parce que du coup, c'est plus facile d'en parler si moi je le fais. Oui. Pour citer par exemple le mouron des oiseaux dont je parlais tout à l'heure, en général, à Nouvel An, je vais en cueillir dans le jardin chez ma mère et je me fais une petite salade comme ça, crue, pour Nouvel An. Est-ce que vous proposez des recettes aux personnes durant les balades ou après? Ça arrive, alors notamment quand je fais sur l'ail des ours, mais parfois aussi je fais déguster quelques petites préparations ou salées ou liquides ou solides en fait. Des fois des petites choses à tartiner ou voilà des boissons infusions faites à partir de plantes sauvages. Ok, super, merci. Bah, du coup, nous allons maintenant écouter Le voir des fleurs de Laurent Voulzy. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN, avec Clotilde Gougelin. Nous sommes toujours avec Nicolas de Balades et Botaniques. Nicolas, comment est-ce que vous organisez vos balades et comment est-ce que vous choisissez les lieux où vous les faites? Alors, je commence toujours par un repérage. Donc, en gros, je vais me balader. Mais j'essaye de... En fait, j'ai toujours un petit carnet avec moi. Et en fait, sur le circuit, je vais noter les plantes que je vais rencontrer au fur et à mesure. Plantes que je considère qui sont intéressantes de parler. Et si j'arrive justement à entre 10 et 15 plantes que j'ai notées dans le carnet, là déjà, je sais que j'ai un bon circuit. Après, j'essaye aussi qu'il y ait un aspect visuel. Ok. Au sens où, par exemple, qu'il y ait de l'émotion qui ressorte, que ce soit pas simplement, qu'il n'y ait pas trop de déchets ou de pollution, même si l'objectif c'est pas de la cacher, mais c'est que les gens passent un bon moment agréable et du coup ils puissent repartir, ils soient contents, ils aient passé du bon temps, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez des retours après sur ces balades? J'en ai un peu, oui. Qui sont positifs, j'espère. J'ai toujours eu des retours positifs. Bon, c'est l'essentiel. Après, c'est dommage sinon. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ça se déroule? Comment vous guidez les personnes dans ces balades? Comment vous abordez les plantes? Un peu le circuit que vous prenez pour présenter les plantes? En général, donc, à partir du point de rendez-vous, on commence la balade et puis je m'arrête à différents endroits où les plantes elles poussent, sur celles que moi j'ai repérées. Et du coup, je présente les plantes à ce moment-là. Après, des fois, les gens ils m'interpellent aussi sur une plante qu'ils voient en cours de chemin. Donc, si je l'ai prévu un peu plus tard, je m'adapte et je fais à ce moment-là. Mais ça se fait vraiment tout au long du circuit, quoi. D'accord. Et vous faites des balades en Lorraine, c'est exact? Alors oui, je l'ai fait entre Metz et Nancy et dans la partie ouest du parc naturel régional de Lorraine. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles plantes on retrouve le plus en Lorraine, du coup, ou entre ces lieux? Question un peu difficile. Parce que du coup, on a beaucoup de milieux différents, aussi bien entre des milieux forestiers, il y a des pelouses calcaires, les milieux urbains ont des plantes spécifiques. C'est un peu difficile de répondre à la question. D'accord, pas de souci. Et du coup, vous intervenez dans tous ces milieux, vous changez un peu à chaque balade? Alors, je varie les milieux, effectivement, et aussi en fonction de l'année. Parce que du coup, il y a des rotations. Les orchidées sauvages, on en a un peu tout le temps, mais principalement entre la mi-mai et la mi-juin, par exemple. Après, il y a d'autres plantes qu'on va avoir en ville. Il y a des plantes qui apparaissent, par exemple, qu'au moment du printemps et qui disparaissent le reste de l'année. Donc, il y a des circuits, elles sont présentes à un certain moment. Donc, les plantes changent en plus tout au long de l'année. Donc, on peut faire un circuit en début d'année. On n'aura pas forcément les mêmes plantes à la fin de l'année. Donc, c'est aussi... D'accord. Donc, ça dépend des saisons. Et est-ce qu'il y a des moments dans l'année, des saisons où, du coup, vous faites plus de balades, peut-être au printemps? Printemps-été, c'est là vraiment où j'en fais beaucoup, même si j'essaye d'aller vers un peu de choses un peu sur l'hiver, l'automne aussi. Peut-être un peu plus difficile. Il y a des thématiques différentes. Oui, en hiver, par exemple, je peux parler du cynorrhodon, qui est le fruit de l'églantier qu'on appelle aussi le gratte-cul. Ah oui, c'est le petit rouge qu'on trouve sur des arbustes. Tout à fait, et qui du coup est comestible. Oui.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci du coup? On peut en faire de la confiture. De la confiture. Et ça se rapproche d'un goût qu'on connaît Il n'y a ou... pas forcément, mais... Non, donc on rajoute peut-être des choses pour... Non, juste c'est de la vraiment- confiture comme ça. Voilà, on prend Le plaisir prend de la la plante. pulpe, on enlève les petits grains qui sont justement le poil à gratter. C'est quand même pas très agréable à manger. Et on fait cuire, vrai que tout ça, on obtient une confiture. Et nos voisins allemands en consomment beaucoup. On trouve même du coup de la confiture de cinnamon facilement dans les supermarchés. Ok. Bah, il faudra tester ça un jour. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent faire vos balades et qui ont des a priori sur des plantes ou Souvent. par exemple sur le poil à gratter justement Alors, le plus gros a priori que j'aime bien en plus, un petit peu démonter, débunker, c'est sur le lierre. le lierre? Souvent on dit oui mais il a des racines, il va des crampons, il va puiser dans l'arbre ou étouffer un arbre. En fait, c'est totalement faux. En fait, ce qu'on prend pour des racines qui sont en fait juste des crampons qui lui permettent de s'agripper sur un arbre. En fait, il va jamais prendre de la sève d'un arbre, il va pas l'étouffer. En fait, c'est souvent on confond, on voit un arbre qui est mort et le lierre qui est dessus, et on se dit c'est le lierre qui a le tué. En fait, c'est juste que l'arbre, s'il est malade ou quoi que ce soit, il va mourir, mais le lierre, lui, va continuer à pousser dessus. Et après, il va prendre toute la place et il va rester. Mais Puis on peut faire de la lessive avec le lierre aussi. tout à fait. Et est-ce que vous savez si le lierre, par exemple sur les maisons, ça détruit la construction de la maison ou si c'est un mythe, un a priori? Alors, par rapport du crépi, si le crépi il est sain, le lierre ne va pas détruire le crépi. Si le crépi est déjà un petit peu abîmé, s'il y a de l'humidité, des fissures, là oui, il peut interagir. Mais sur un crépi sain, il fonctionne très bien. Après, il faut faire attention aux gouttières ou s'il passe en hauteur ou en latéral. Mais ça reste quand même une solution qui est viable. D'ailleurs, dans le sud de la France, certains font de l'isolation par l'extérieur avec du lierre. Et du coup, l'eau ne tombe pas sur la façade directement, elle tombe sur la feuille, elle tombe donc même un peu plus loin que la base du mur. Et les racines du lierre qui sont à la base, en plus, peuvent récupérer cette eau. Donc ça permet aussi d'avoir moins d'humidité et ça fait un tampon d'air. Donc ça permet aussi d'améliorer l'isolation d'une maison. Ok, c'est super. Et est-ce que si le lierre il est sur une maison où le crépi il est fissuré et tout, est-ce qu'il faut l'enlever ou il faut le laisser? Parce que si on l'enlève, est-ce que ça va empirer quelque chose? Alors, je dirais que si le crépi est déjà en mauvais état, il vaut mieux enlever. Ok. Parce que du coup, le lierre peut passer sous le crépi. Et du coup, s'il y a les briques ou les parpaings, en fait, s'il y a un interstice, le lierre peut rentrer à l'intérieur et peut détruire, comme il le fait d'ailleurs souvent sur les murets. D'accord. Dès qu'il rentre à l'intérieur en fait, d'un muret ou d'un mur, là, ça peut faire des dégâts. Ok, très bien, merci. Donc nous allons maintenant écouter une chanson choisie par Nicolas, qui est l'hymne de nos campagnes de trio. Midi 30, biodiversité sur RCN. Nous sommes toujours avec Nicolas de Balades et Botaniques. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler des balades que vous avez faites avant? Dans quel lieu vous les avez faites? Et puis, c'était sur quel thème? Alors, cette année, j'ai fait une balade sur l'utilisation traditionnelle des plantes et notamment par les sorcières au moment d'Halloween. Sachant que certaines plantes, du coup, on leur donnait des propriétés magiques, mais certaines de ces propriétés sont souvent des propriétés de guérison, par exemple. Donc ça permettait de mettre sous un axe. Donc c'est une chose. Après, il y a la découverte des orchidées sauvages du coup au mois de juin. Et ce que je fais aussi, il y a une balade au niveau de Dieuloir, c'est la découverte des murs en pierre sèche, qui du coup est un patrimoine local, avec du coup les orchidées, parce qu'il y en a sur le même circuit en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez des projets futurs, que ce soit des balades ou d'autres projets, par exemple pour votre entreprise ou l'agrandir ou travailler avec des écoles par exemple aussi? Oui, j'ai envie de travailler avec des écoles. D'ailleurs, j'ai pris contact avec le réseau éducation du Parc naturel régional de Lorraine, justement pour pouvoir faire un travail en partenariat avec eux et avec l'éducation nationale. Après, en développement, j'ai envie de faire une balade sur par rapport à l'école de Nancy. D'accord. Et notamment, ils sont inspirés de beaucoup de plantes sauvages, d'orchidées, de choses comme ça.
Donc je ne sais pas encore trop comment le faire, mais j'ai bien envie éventuellement soit de faire d'avoir une balade en ville, du coup on peut les voir en situation, les œuvres qui ont été faites, et une deuxième partie de balade du coup un peu plus tard, ou en milieu naturel, du coup on voit ce qui a inspiré du coup l'école de Nancy. Donc. Oui, d'accord, c'est super. Est-ce que vos balades, elles sont payantes ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des tarifs, par exemple ? Alors, il y a 2 types de tarifs, pour être exact, 6 en fait. Okay. Il y a donc déjà une gamme de 3 tarifs. Il y a un tarif solidaire pour les personnes qui sont au RSA, aux chômeurs, les étudiants et les moins de 18 ans. D'accord. Il y a un tarif normal et un tarif engagé. C'est-à-dire que les gens qui ont justement un peu plus de moyens payent un peu plus, et comme ça permet justement aux personnes qui ont moins de moyens de pouvoir en profiter. Et il y a donc une deuxième gamme. En fait, tous ces tarifs-là sont réduits si on paye en florin, qui est la monnaie locale de la Meurthe-et-Moselle. Et le florin, ça correspond à combien à peu près, à 1 euro C'est 1 euro. C'est 1 euro ? Un florin, c'est 1 euro. Donc au moins, ça change pas trop pour non, ça. Il n'y a pas de difficulté. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on souhaite s'inscrire ou juste avoir d'autres renseignements sur les futures balades et projets ? Alors, j'ai une page Facebook, il y a un site internet. Donc c'est Balades et Botaniques, Balades tout et simplement. Botaniques, oui. D'accord. Et est-ce que vous auriez un mot à dire aux auditeurs ou un petit conseil sur les plantes, sur... Là, comme ça, regardez... Peut-être pour leur donner envie de venir vous voir. Regardez autour de vous, il y a peut-être plus de plantes différentes et utiles que vous ne pensez. Très bon conseil alors. Eh bien, merci Nicolas de votre venue, merci pour cet échange et puis merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de biodiversité et on va se quitter sur Respire de Mickey 3D. RCN, www.rcn-radio.org